9h06, de retour sur Direct Marché, j'accueille Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de RF Research. Bonjour Véronique. Bonjour Lucie. Alors on a assisté à un beau rebond en fin de semaine sur les indices européens, mais pas que européens, également américains et asiatiques. Alors sur les indices européens, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment l'effet Mario Draghi. On a eu le discours de la BCE, enfin de Mario Draghi, et bien les indices ont rebondi. C'est vrai qu'il a cherché à rassurer, même s'il a rien fait, il n'y a pas eu d'annonce spécifique, il a simplement cherché à rassurer les marchés en disant qu'il pouvait prendre des mesures supplémentaires lors de la prochaine réunion de mars. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'assouplir encore la politique monétaire ? Alors, d'abord, il a un peu surpris parce que je pense que son discours était quand même plus ouvert que généralement attendu. Par rapport à décembre, oui, c'est sûr qu'il y a eu une différence. On a senti effectivement qu'il parlait plus librement et que probablement l'ensemble du board était d'accord pour ce type de communication. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est nécessaire? C'est un peu complexe parce qu'on a quand même l'impression que ces injections de liquidités à répétition posent question sur le moyen long terme, ont des interférences sur les taux de change qui finissent par être assez nocive au niveau global. Maintenant, quand on regarde le détail de la situation, notamment la semaine dernière, avant la réunion de la BCE, on a constaté quand même des tensions sur les niveaux de taux d'intérêt, de taux souverains dans un certain nombre de pays de la zone euro, un accroissement des spreads, des écarts de taux. Et effectivement, vu sous cette perspective, c'était pas mal que la Banque Centrale Européenne intervienne en disant non, on est là. On ne laissera pas la place au marché pour créer éventuellement de nouvelles tensions. On avait notamment un secteur bancaire qui était quand même pas mal attaqué, pas qu'en Italie. Donc je crois que finalement, moi j'ai révisé un petit peu ma copie sur cette lecture de la BCE. Je crois que c'est une bonne chose. En tout cas qu'on ait au moins les déclarations pour dire on sera là pour prévenir tout enclenchement de crise. Alors, oui, c'est sûr qu'après il rassure, mais est-ce qu'il y a besoin concrètement de le faire? Parce que au final, là, il y a déjà un quantitative easing déjà assez important quand même. Tout à fait. Normalement, on n'aurait pas dû avoir de tension sur les taux longs si le quantitative easing déjà pratiqué était satisfaisant. Aujourd'hui, le quantitative easing ne porte pas suffisamment ses fruits, c'est ça? Apparemment, non, puisqu'on a vu quand même des tensions se profiler. Il y a encore pas mal de contraintes sur la manière dont est pratiqué ce quantitative easing. Vous savez qu'il y a des limites sur ce que peut acheter la Banque centrale sur chacune des émissions. Donc peut-être que ces limites interfèrent et gênent un petit peu. Maintenant, plus globalement, c'est vrai qu'on voit bien que ce quantitative easing, que ce soit celui de la BCE, celui de la BOJ, ou y compris celui pratiqué par la Fed il y a quelques années, eh bien, n'est pas suffisant. On est sur des politiques unijambistes et on sait qu'en économie, des politiques unijambistes ne fonctionnent pas. Qu'à un moment donné, il faut effectivement que politique budgétaire et politique monétaire marchent de concert. Alors pour l'instant, les politiques budgétaires ne sont pas à l'œuvre. Moi, j'ai bon espoir que les choses se rétablissent, mais il faut du temps. On voit que la volonté politique, surtout au niveau européen est pas tout à fait là, que c'est très compliqué. Donc effectivement, c'est le sauveur en dernier ressort, la Banque Centrale Européenne. Mais je pense qu'in fine, à rendre l'environnement de taux de change aussi instable que celui que nous avons aujourd'hui sur la scène internationale, ça finit par avoir un coût économique considérable, peut-être aujourd'hui sous-estimé. Est-ce que là, vous diriez par exemple que la Fed, parce que c'est un petit peu aujourd'hui le modèle que l'on a, elle a terminé sa politique d'assouplissement monétaire, maintenant on est sur une phase de resserrement monétaire. Est-ce que vous estimez que finalement le QE de la Fed a porté ses fruits et que, vous parliez donc de cet équilibre entre politique budgétaire et politique monétaire, il y a eu cet équilibre aux États-Unis? Il y a eu un meilleur équilibre, c'est indéniable, et on voit néanmoins, malgré la croissance qui est là aux États-Unis, qui est incontestable, on voit que normaliser les conditions de taux d'intérêt est très compliqué. D'abord parce qu'on a affaire à une économie globale et que la Fed ne peut pas agir toute seule face à la réalité de l'économie américaine. C'est beaucoup plus complexe que ça. Deuxièmement, ce qu'on constate sur l'économie américaine, c'est que finalement, cette politique monétaire a eu des effets assez spectaculaires, mais de manière très déséquilibrée. Donc, et que les déséquilibres aujourd'hui en place constituent une fragilité qu'on n'a jamais vue d'ailleurs aux États-Unis, en tout cas pas de mon vivant, et qui rendent la situation finalement très précaire.
hein. On voit une embellie indéniable du marché de l'emploi, mais qui n'arrive pas à entraîner l'ensemble des postulants et des créations de postes. On voit que récemment, les créations de postes moins qualifiés se sont un petit peu améliorées, mais pour l'instant, ce sont les laissés pour compte de cette reprise. L'immobilier va mieux, mais il s'agit surtout de l'immobilier du neuf, de luxe, etc., au point probablement d'avoir créé des bulles d'ailleurs qui sont insoutenables. Mais l'ensemble du marché de l'immobilier n'a rien à voir, la dynamique, avec ce qu'on avait par le passé. Donc toutes ces zones de fragilité qui montrent que là encore, même aux États-Unis, le quantitative easing n'a eu que des effets partiels et globalement insuffisants pour rétablir la croissance. Et on voit aussi sur certaines statistiques avancées un certain ralentissement finalement de l'économie américaine. Hein. Et ça montre finalement que eh bien, la Fed va être un peu en porte-à-faux vis-à-vis de sa politique, puisqu'elle a entamé donc cette politique de resserrement monétaire. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement si l'économie ralentit? Alors, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que les anticipations n'arrêtent pas de bouger, hein, et que même la Réserve fédérale américaine semble extrêmement prudente et ne s'avance finalement très peu sur ce qu'elle fera. Et en réalité, on a une économie manufacturière en récession. Alors, certains attribuent cette récession uniquement aux effets, au contre-choc pétrolier. Je pense que c'est plus complexe parce qu'on est en fin de cycle, qu'aujourd'hui les entreprises ont beaucoup de difficultés à dégager des gains de productivité qui seraient nécessaires pour redonner une bouffée d'oxygène à ce cycle. Donc on a de vrais warnings, de vraies alertes, je dirais, sur les perspectives conjoncturelles. Du côté des particuliers, les gains de pouvoir d'achat sont très confortables. On devrait avoir une consommation très solide. Ce n'est pas le cas. Vous avez vu les derniers chiffres de décembre qui sont quand même très décevants. Et on sait bien que le prix du pétrole ne va pas baisser éternellement et qu'à un moment donné, cette poche de gains de pouvoir d'achat va disparaître. Donc je pense qu'il y a y compris un vrai risque de récession aux États-Unis sur les prochains trimestres. Donc j'ai quand même l'impression que la Fed ne fera pas grand-chose. Est-ce qu'elle pourra pratiquer une seconde hausse de ces taux d'intérêt? Peut-être. C'est dans mais mon là, quand scénario, on dit voilà, on va faire 4 hausses, là, j'ai vous bien croyez dit pas. seconde, j'ai pas dit deuxième. Et effectivement, je pense que le scénario 4 hausses, c'est-à-dire de début véritablement d'enclenchement d'un cycle normal, est complètement hors de portée. Alors bon, ça c'est pour les États-Unis, on a parlé un petit peu de l'Europe. Les marchés émergents, on va en dire deux mots, parce que c'est vrai que certains gérants que je reçois ici me disent, enfin commencent à me dire qu'il va falloir commencer à revenir sur les marchés émergents parce qu'ils ont beaucoup souffert ces dernières années, et notamment avec la baisse du pétrole et le dollar également. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Est-ce que vous pensez que les marchés émergents vont commencer à redevenir attractifs? Alors, je pense qu'il peut y avoir quelques poches spéculatives. Dans un contexte où, qu'est-ce qui se profile? Peut-être une stabilisation des prix du pétrole, pendant quelques semaines en tout cas, aux alentours de 28 à 32 dollars, moi j'en attends pas plus, avant finalement de savoir si on va aller tester beaucoup plus bas. Et dans ce contexte-là, si effectivement on a par ailleurs une Banque Centrale Européenne qui rajoute un petit peu de liquidité, il n'est pas impossible effectivement qu'on observe de remontées même potentiellement assez spectaculaires sur certains marchés émergents. Néanmoins, l'histoire des pays émergents à quelques trimestres reste extrêmement préoccupante. On a des problématiques. Donc c'est encore trop tôt, selon vous? C'est beaucoup trop tôt pour, en tout cas, recommander des investissements massifs sur ces marchés-là. Ouais. Alors en termes de location, justement, qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui, en tout cas pour 2016? Parce que là, on a parlé donc de l'Europe, bon, qui tarde un petit peu à se reprendre, des États-Unis qui pourraient être finalement en train de ralentir et pourquoi pas même en récession. Les marchés émergents, c'est trop tôt. Donc, on fait quoi finalement? Alors, d'abord, on ne néglige pas les phases de rebond ponctuels, même s'il s'agit, à mon avis, que de rebond ponctuels. Mais les bonnes annonces de la BCE peuvent effectivement quand même donner une opportunité, une pause et un petit rebond technique. Au-delà de cela, je pense que nous sommes dans une phase de correction durable des marchés d'actions. Durable, ça veut dire qu'il reste plusieurs mois, à mon avis, de baisse de ces marchés au niveau international. Donc moi, je reste plutôt vendeuse des marchés d'actions, même aux niveaux actuels, aux prix actuels. Un peu plus vendeuse du marché américain potentiellement, surtout après l'annonce de la BCE. Sur les marchés obligataires, je pense qu'on peut se remettre acheteur, avec néanmoins un degré de vigilance
supérieur à ce qu'on pouvait recommander au cours des dernières années. Parce qu'effectivement, on sent bien que la situation en termes de croissance redevient compliquée et qu'à partir de là, peuvent réapparaître des pressions un peu intempestives sur des marchés de taux souverains, comme on l'a vu par exemple au Portugal récemment. Ouais. On va rester avec vous, on va parler justement de votre société, RF Research. C'est tout de suite donc dans Un gérant, 3 questions.